Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale consacrée à la data. Ces dernières années, les entreprises se sont lancées dans une quête effrénée d'exploitation de la donnée. Si cette data a pris une place prépondérante dans le quotidien des entreprises, elle est incontestablement devenue un enjeu de souveraineté. C'est pour cette raison que la France et l'Europe prennent petit à petit des décisions pour mieux contrôler cet actif et réguler les acteurs extérieurs, les GAFAM notamment. La Commission européenne a élaboré plusieurs mesures à cet effet. Le DMA, le DSA, le Data Act et l'IA Act dont nous parlerons tout au long de cette émission. Pour les entreprises, ces changements sont à surveiller avec la plus grande des vigilances. Comment les entreprises se saisiront-elles de ce nouveau cadre législatif ? Quelles sont les conséquences de ces nouveaux dispositifs sur l'innovation ? De quels outils les entreprises doivent-elles s'armer ? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission. Et je vous rappelle, comme d'habitude, que cette émission est interactive, que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. Nous y répondrons tout au long de ce programme. Je vous retrouve tout de suite avec notre premier invité pour la keynote. Maître Anne-Charlotte Andrieux, bonjour. Bonjour. Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes avocate spécialisée dans l'IT, la data au sein du cabinet As Avocat. Alors, je le disais en introduction rapidement, il y a beaucoup de textes législatifs qui ont commencé à entrer en vigueur ou qui vont entrer en vigueur tout au long de l'année. Data Act, DMA, DGA. Dans quelle mesure aujourd'hui on peut imaginer que ces nouvelles mesures vont permettre de créer un cadre de confiance, notamment au niveau européen? Alors, confiance, je pense que c'est effectivement l'objectif affiché de ces nouvelles mesures. On voit, alors c'est peut-être un petit peu antinomique avec cette sensation que vous avez bien retranscrite d'un millefeuille réglementaire qui est en train de se construire, qui est dans la droite ligne finalement du RGPD, qui a maintenant 5 ans, sur lequel les entreprises commencent à être en maturité. 2022, avec le DSA, entrée en application d'un certain nombre de mesures à compter de janvier 2024. Vous l'avez dit, en 2023, le Data Act, le DGA en septembre dernier, et en 2024, le DMA au printemps, et ensuite, on espère l'IA Act d'ici la fin d'année. Entre ces différents projets, on essayera de caser le Cyber Resilience Act qui est annoncé aussi. Donc il y a vraiment un millefeuille normatif, mais qui ont effectivement, je pense, tous un point commun, ou deux points communs en réalité, c'est de tenter de restaurer un cadre de souveraineté européen face à la concurrence que l'on ne peut que constater, alors des GAFAM maintenant, ou des GAMAM avec le passage à Meta, et de restaurer un cadre de confiance intra-européen de façon à promouvoir et favoriser l'innovation et à protéger ce marché européen d'un certain nombre d'incursions ou de la concurrence, en tout cas des GAMAM qui ont été les premiers et qui sont omniprésents sur ce marché, dans un objectif de protection de la vie privée des personnes et de protection du consommateur. Comment vos clients réagissent-ils face à ce nouveau cadre, sachant que vous avez cité le RGPD juste avant, on se rappelle, pour tous ceux qui suivent cette émission et qui suivent ce sujet comme vous de près, à quel point le RGPD avait troublé à l'époque. C'était pensé, il est toujours pensé comme une mesure qui vise à protéger les données, de manière générale, consommateurs, entreprises, utilisateurs, vraiment les données dans leur ensemble. Dans quelle mesure ces données-là vont-elles, j'ai envie de dire, vont éviter d'être considérées comme une nuisance? Et peut-être un peu, comment est-ce qu'on peut faire en sorte justement que les gens ne les prennent pas pour des nuisances et des outils qui finalement vont ralentir plutôt qu'elles ne vont permettre de faire avancer les organisations? Oui, je pense que le RGPD avait été vécu comme une révolution plutôt, et dans l'intérêt du consommateur et des citoyens que nous sommes. C'est aussi l'objectif qui est poursuivi par ces nouveaux textes. Je ne pense pas qu'il faille y voir uniquement de la contrainte, même si en partie il y aura forcément des mesures réglementaires à mettre en œuvre, une revue des mentions d'information, une revue des contrats, une démarche de conformité nouvelle à mettre en place. Mais derrière, il y a une volonté de libérer l'innovation et notamment les plus petits acteurs. Je prends l'exemple, vous en avez parlé du DMA qui entrera en application au mois de mai, au printemps 2024. Le DMA a pour objectif de réguler uniquement
ce qu'on appelle les gatekeepers, qui sont les plus gros opérateurs de plateformes internationaux, notamment les GAMAM. Ça ne va pas venir toucher les acteurs de plus petite taille et de moyenne taille. C'est vraiment une volonté de cibler et de renforcer et de préserver la concurrence au sein des plus petits acteurs européens face à ces plus gros acteurs. Donc c'est une mesure de protection, véritablement, plus qu'une mesure, on va dire, de contrainte. Là où il y a une assise plus importante et où ça va toucher plus d'entreprises, c'est sur la mise en place du DSA, Digital Service Act, qui date de 2022, mais dont la plupart des mesures entrent en application en réalité depuis janvier 2024. Le DSA a pour objectif de venir réguler la chaîne d'intermédiaires. Donc ça va aller de l'hébergeur au fournisseur d'accès Internet, en passant par le moteur de recherche et l'ensemble des marketplaces. Et c'est d'ailleurs le sujet sur lequel, en tant que conseil, on est le plus sollicité actuellement, parce que ça oblige de repenser la politique d'information, de repenser la politique de transparence vis-à-vis des consommateurs. Ce n'est pas pour autant une nouveauté complète. En France, on dispose d'un arsenal législatif et réglementaire qui est déjà conséquent avec le droit de la consommation, les pratiques anticoncurrentielles, avec les clauses abusives. Donc on dispose de dispositifs de transparence vis-à-vis du consommateur, mais qui vont effectivement être renforcés par le DSA et par le DMA. Est-ce que pour vous, les entreprises devront s'adapter? On sait qu'on a, en termes d'organisation, on avait le DPO, qui était absolument nécessaire pour le RGPD. Est-ce que ça sous-entend que les entreprises devront embaucher, former des spécialistes peut-être un peu plus pointus sur cette question réglementaire? Alors, je pense qu'il faut distinguer effectivement les entreprises qui ont déjà une certaine assise, les groupes les plus importants qui disposent non seulement maintenant d'une direction juridique, mais bien souvent d'une direction de la conformité et qui va gérer de manière beaucoup plus transverse tous ces sujets de conformité qui vont du RGPD en passant par les processus d'alerte interne, par la mise en place de Sapin 2, tout ce qui est anticorruption, et aujourd'hui, effectivement, la politique de transparence des intermédiaires et dans l'écosystème numérique. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait véritablement une coopération accrue entre ces directions de la conformité et ces directions juridiques, de façon à mettre en place un écosystème et une gestion cohérente de l'ensemble de la chaîne de données, pas uniquement sur les données à caractère personnel, mais sur l'ensemble de la donnée. Le DSA, le DMA, le DA et l'AIA Act par la suite ne visent pas uniquement de la donnée à caractère personnel, mais l'ensemble de l'écosystème de données pour réussir à être en conformité et réussir à valoriser cette donnée et faire de la conformité un levier de démarcation concurrentielle. Je pense qu'il y a deux façons de voir en réalité ce type de réglementation. Soit on en fait une contrainte et quelque part la politique de l'autruche, et puis c'est la politique du pas vu, pas pris, c'est-à-dire qu'on fait le minimum et puis on attend de voir. Soit on décide de prendre le sujet à bras-le-corps et d'en faire un levier de démarcation concurrentielle. C'est plutôt la démarche qu'on essaye de porter avec nos clients. Après, on est tout à fait conscient qu'il y a une question de moyens, d'arbitrage humain, financier, et qu'on ne peut pas mettre en place toutes ces démarches en même temps. Donc il y aura une logique de gestion du risque juridique et de priorisation des actions dans une démarche de conformité continue. Mais cette démarche n'est pas nouvelle, on l'a retrouvée déjà en 2018 avec la démarche de conformité continue au RGPD. Si je reviens, je voudrais qu'on redise un mot sur la question de l'innovation. C'est vrai qu'il y a cette phrase qui me revient à l'esprit. Je crois que c'était le commissaire européen, j'ai plus son nom en tête, qui disait que les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens légifèrent. Je crois que c'est à peu près ça. Ça doit être Thierry Breton, je crois. C'était Thierry Breton, je crois que c'était quelqu'un d'autre qui le disait. En tout cas, c'est quelqu'un au niveau européen. Est-ce que finalement, ces textes-là ne vont pas finalement contribuer à bloquer encore une fois une innovation? Le RGPD a été perçu comme tel à l'époque, on se rend compte que ce n'est plus le cas, mais est-ce qu'ils ne vont pas contribuer à bloquer une innovation qui aujourd'hui, on le voit, avec l'IA notamment, on voit beaucoup d'acteurs qui émergent, on en a en France, il y en a d'autres ailleurs en Europe. Est-ce que ça ne va pas un peu freiner cet effort d'innovation qui est fait par des pays comme la France ou l'Allemagne, notamment pour permettre vraiment de faire émerger des champions au niveau européen? Alors, ce n'est pas l'objectif affiché. Après, à voir effectivement comment les choses vont se mettre en place. Mais véritablement, l'esprit du texte, c'est plutôt de favoriser cette innovation et pas de la restreindre. Après, il y a toujours un temps d'adaptation. C'est-à-dire que le législateur a toujours, et c'est nécessaire, ce temps de recul
parfois de retard et d'observation sur l'évolution des technologies. De la même manière, le marché ne réagit pas immédiatement à la mise en place d'une nouvelle réglementation. Donc il va y avoir un temps d'adaptation du marché, des entreprises, d'observation de ce que font les concurrents également. Donc je pense que ce temps d'adaptation va nous donner des indications sur comment le marché va réagir à ces nouvelles réglementations. Cet aspect concurrence est d'ailleurs intéressant, parce qu'on a vu de nouvelles décisions assez récentes en 2022-2023, notamment de la Cour de cassation, qui a estimé que on pouvait engager la responsabilité d'un concurrent en droit de la concurrence si celui-ci ne se conformait pas à la réglementation, alors que vous avez mis en place les investissements humains, financiers nécessaires pour vous introduire sur le marché, faire les choses correctement et en conformité. Donc il va y avoir des leviers et des jeux de concurrence qui vont se mettre en place. J'ai pas de doute en tout cas que les acteurs économiques vont s'intéresser à ces réglementations, et c'est déjà le cas. La plupart les ont déjà anticipées et s'intéressent déjà au sujet, en tout cas dans le secteur IT. Vous avez mentionné quelque chose, Maître Andrieux, tout à l'heure, qui était remarquable sur un point, en disant qu'effectivement, il y avait, vous avez redonné la temporalité, avec des textes qui sont déjà entrés en vigueur en 2023, une partie qui vont entrer en vigueur en 2024. On sait que les GAMAM, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, Facebook et Meta, passé, devant le nom de la maison mère globale Meta, on sait que ces groupes-là disposent d'armées, de bataillons entiers de juristes, d'avocats qui les accompagnent, qui vont leur permettre de s'adapter. Ce ne sera pas forcément le cas de structures plus petites, et je ne parle pas des géants du CAC 40, je parle d'acteurs un peu plus gros, mais peut-être un peu vraiment à l'échelle du dessous, qui, eux, peut-être éprouveront des difficultés à s'adapter. Est-ce que, paradoxalement, tous ces textes-là ne vont pas renforcer la domination d'acteurs qui, eux, disposent de tous les moyens humains et de toutes les ressources financières pour s'adapter? Alors, ce qu'il est important de préciser à ce stade, c'est que ces réglementations mettent en place un système d'obligations et de responsabilités graduées. On n'exige pas la même chose de la part d'une plateforme soumise au DMA qui fait plus de 45 millions, qui représente plus de 45 millions de consommateurs en Union européenne, et de la part d'une TPE, PME. Donc, il y a d'une part le DMA, d'autre part le DSA, et même dans le DSA, vous avez des gradations de responsabilités et d'obligations en fonction de la typologie d'acteur, selon que l'acteur est hébergeur, fait du cloud, est un moteur de recherche. Donc il y a quand même une adaptation en réalité au métier de chacun. Et on a des barèmes de sanctions qui sont des barèmes de sanctions maximaux. On est sur 6% du chiffre d'affaires mondial pour le DSA. Ce qui est déjà, dans le cadre des GAMAM, oui, bien sûr, colossal. Qui est énorme. Encore faut-il que les sanctions soient effectivement appliquées et liquidées par la suite, mais c'est un autre débat. Mais en réalité, ce sont des maximums de sanctions. Évidemment que les autorités de contrôle n'appliqueront pas les sanctions de la même manière sur une TPE-PME, sur un grand groupe multinational. Il y a un principe de réalisme qui s'applique. Et on le voit, si on reprend l'exemple du RGPD, la CNIL opère une gradation des sanctions en fonction du type d'opérateur, de la volumétrie de données. Et il y a une logique malgré tout en France d'accompagnement. La première mission de la CNIL n'étant pas de sanctionner, mais d'accompagner les acteurs dans cette démarche de conformité. De la même manière, dans le secteur de la santé, on a des autorités comme l'Agence du numérique en santé qui accompagnent très bien les acteurs de l'innovation en santé. Donc en France, on a quand même des autorités spécialisées qui accompagnent les acteurs dans ces démarches-là. Et je pense que c'est aussi une chance. Après, les directions juridiques, forcément, vont devoir prioriser, adopter une démarche de gestion de risque et se faire accompagner, le cas échéant, dans ces démarches. Maître Andrieux, vous êtes notamment spécialisé, je profite de l'occasion pour le rappeler, dans tout ce qui tourne autour de la santé, de l'e-santé, la santé numérique. On sait qu'aujourd'hui, des acteurs français, européens, s'appuient sur des géants internationaux pour stocker des données, qui sont d'ailleurs des données de citoyens européens. Qu'est-ce que ces textes sont susceptibles de changer dans des situations comme celle-ci? Alors, on voit une véritable évolution, et a fortiori dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé est un secteur qui est nettement plus sensible et stratégique que d'autres secteurs.
vous ne considérez pas vos données de santé, votre bilan sanguin de la même manière que votre navigation sur Internet. Il y a une sensibilité de cette donnée-là. C'est la raison pour laquelle les textes sont venus spécifiquement encadrer le traitement de ce type de données. Si on prend l'exemple de l'AIA Act, qui est encore en projet, c'est pas la mouture finale. Après 4 ans d'échanges, on espère qu'on est sur une mouture presque finale du texte. Mais l'AIA Act considère par principe que les traitements de données de santé et les IA en santé sont des IA à risque élevé, avec des garanties supplémentaires, des bacs à sable réglementaires à mettre en place, une surveillance des biais qui peuvent être présents dans le développement de ce type de technologie. Donc véritablement, il y a un écosystème et une réglementation renforcée sur ce secteur. Pas plus tard qu'en fin d'année 2023, pour vous donner un exemple, l'Agence du numérique en santé a réformé son référentiel dédié à l'hébergement de données de santé et a réintroduit une obligation de revenir à un cloud souverain sur les données de santé, ce qui n'était pas le cas. Jusqu'aujourd'hui, on pouvait être hébergeur de données de santé HDS sans localiser nécessairement la donnée en Union européenne. Ah d'accord, pour moi, les deux étaient liés, mais ce n'était pas forcément le cas. Pas forcément, ça va le devenir, puisque l'Agence du numérique en santé va exiger désormais, pour que les hébergeurs soient certifiés, que ces hébergeurs hébergent la donnée en France ou en Union européenne. Donc on favorise un cloud souverain, a fortiori dans le secteur de la santé. Alors qu'ils soient hébergés en Europe, que ces données soient hébergées en Europe, mais pas forcément par un acteur européen. Pas nécessairement par un acteur européen, sous réserve que cet acteur soit conforme à la réglementation, au RGPD, et applique les mêmes garanties, puisqu'il se destinera à traiter les données de citoyens européens. Il y a une extraterritorialité de ces dispositions et du RGPD. Est-ce que ça sous-entend, et ça peut être un effet de bord, qu'on aura notamment dans le domaine de la santé, qu'on assistera à un phénomène qui est proche de celui auquel on assiste dans un domaine plus global. On a vu Google se rapprocher de Thales, on a vu Capgemini et Orange travailler ensemble pour créer Capgemini Bleu et Sense pour Google et Thales, donc créer des structures françaises, européennes, pour justement être en mesure de gérer des données critiques. Peut-être on peut imaginer demain médical. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui aura vocation à se produire, ou on n'en est pas encore là finalement ? Si, je pense qu'il y a une véritable volonté politique française de faire de la France un leader du numérique en santé. Il y a le Ségur du numérique en santé, qui est, on va dire, une sous-branche du Ségur du numérique qui s'est mis en place, le plan ESMS numérique, avec tout l'écosystème French Care, la création du Paris Santé Campus. Donc il y a véritablement un écosystème extrêmement actif pour favoriser l'innovation en santé. Donc ces acteurs vont nécessairement se développer, et on espère que la nouvelle réglementation va servir de levier et ne va pas être un frein effectivement à cette innovation. Après, je n'ai pas de boule de cristal, et je suis comme vous observatrice de ce qui va se passer, en essayant d'accompagner au mieux nos clients dans cette transition. Il nous reste peu de temps. Je voulais vous poser une dernière question sur l'IA Act. Alors avec l'IA, on part depuis novembre 2022, on va très vite, très fort. On voit des premières plaintes qui ont commencé à naître, avec le fait que des petits procès aux États-Unis commencent à naître, notamment sur c'est le New York Times qui a attaqué OpenAI pour en gros vol. Peut-être le terme un peu fort, mais en tout cas, le fait qu'ils ont utilisé leurs données. On sait qu'en Allemagne, c'est le groupe Axel Springer qui a signé un partenariat avec OpenAI, justement pour être en mesure de partager les données de manière légale. On sait qu'aujourd'hui, on en parlait juste avant de commencer notre direct, on est sur l'IA, on est quasiment dans un Far West, avec certains acteurs qui peuvent prendre des données où ils le souhaitent, qu'ils en font quasiment ce qu'ils veulent. On sait qu'on a un risque élevé pour la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on peut rappeler comment l'IA Act va permettre finalement non seulement de réguler, mais d'apporter un peu plus de contrôle et de cadre dans un domaine qui, je le dis encore, va très 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 vite et peut parfois être perçu comme allant un peu dans tous les sens. Oui, alors on est sur un Far West relatif, puisque désormais il y a un shérif en ville
avec la Commission européenne. On va voir s'il est efficace. Oui. C'est ça le problème du shérif. Et l'AIA Act, véritablement, vient réinstaurer du contrôle et de la rationalité dans la maîtrise de ces IA, avec 2 enjeux que vous avez abordés. Un premier enjeu qui est l'enjeu de la propriété intellectuelle et du respect du droit d'auteur. Aujourd'hui, ChatGPT, pour ne pas les citer, et d'autres technologies ne sont pas en capacité de véritablement citer leurs sources. Comment est-ce qu'on encadre concrètement cet aspect-là, les risques de plagiat, l'usage de ChatGPT en entreprise? C'est une des questions sur lesquelles on est régulièrement interrogé pour cadrer cette utilisation dans la charte informatique, dans les pratiques en entreprise. Et l'autre enjeu, qui est un enjeu aussi de protection des données à caractère personnel. Que se passe-t-il lorsque un requêtage d'une IA générative telle que ChatGPT contient de la donnée à caractère personnel? Est-ce qu'elle est enregistrée? Est-ce qu'elle est retraitée? Donc, il va y avoir des liens en fait à tisser entre le RGPD, la réglementation IA, pour s'assurer que l'on respecte à la fois la propriété intellectuelle, la protection de la donnée personnelle des consommateurs et des personnes. Mais je reste convaincue que c'est un formidable levier d'innovation, que de toute façon, l'arrivée de l'IA, et je pense que tout le monde a ce mot à la bouche depuis 6 mois, toutes les conférences ne parlent que d'IA, est inévitable. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec et à le réguler correctement sans freiner l'innovation. L'enjeu également derrière ça, c'est la donnée. L'IA générative a besoin d'énormément de données pour entraîner des algorithmes qui soient pertinents et qui ne contiennent pas de biais qui soient préjudiciables pour les utilisateurs finaux. C'est ce qu'essaye de mettre en place l'Europe avec le DGA, le Data Governance Act, et le DA, le Data Act. C'est-à-dire ce principe d'ouverture de la donnée et de création d'un marché européen de la donnée qui va nous permettre, à nous, Européens, d'essayer de développer des IA qui puissent concurrencer ChatGPT ou d'autres technologies en ayant une assise de données suffisante, qui soit fiable et de réussir à promouvoir cette transparence vis-à-vis des utilisateurs, puisque les intelligences artificielles, ou en tout cas les entreprises qui vont les commercialiser, vont être obligées d'indiquer au consommateur final l'architecture décisionnelle et algorithmique qui sous-tend le raisonnement de l'IA et la prise de décision. Donc voilà, beaucoup d'enjeux pour la suite et la mise en place de l'AIA Act reste à suivre et est déjà anticipée par un certain nombre d'acteurs. Bon, j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir dans les prochains mois encore pour parler de ces évolutions réglementaires. Merci beaucoup, Maître Andrieux, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et la suite, tout de suite. Nous poursuivons avec nos 2 prochains témoins. Suivre avec nos 2 témoins notre réflexion sur le cadre réglementaire et puis sur ses effets très concrets sur la vie des entreprises et un peu aussi des consommateurs. Et pour cela, nous sommes avec 2 invités. Nous sommes avec Thomas Husson. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous portez d'abord un très beau prénom, je tiens à vous le dire. Vous êtes VP Principal Analyst chez Forrester Research, cabinet de recherche connu, spécialisé notamment dans tout ce qui est sujet lié autour des technologies. Voilà, est-ce que j'ai résumé à peu près les missions de Forrester, innovation technologique, expérience client et tout un tas de nouveaux domaines qui émergent. Bon, et nous sommes également avec Samir Amelal. Samir, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à distance, vous êtes DSI et CDO chez Auchan Retail. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, une première question.
Une fois n'est pas coutume, on va un tout petit peu parler des consommateurs, parce qu'on parle effectivement de la data et de l'IA pour l'entreprise. C'est assez rare ici, en tout cas sur ce plateau, qu'on parle des consommateurs. Pourtant, on sait qu'il y aura des effets très clairs et très concrets. Comment les consommateurs perçoivent-ils aujourd'hui, Thomas, l'IA dans leur vie de tous les jours? Quels effets peut-elle avoir sur leur perception? Mais c'est important d'en parler parce que les consommateurs sont aussi des citoyens et des employés qui utilisent des outils qu'ils veulent amener dans l'entreprise. On parle chez Forrester de BYAI, hein, on amène ses propres outils d'IA. Donc pour le meilleur ou pour le pire parfois? Pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas, ça crée pas mal de problématiques pour les DSI. Mais c'est vrai que l'IA, en fait, les consommateurs, ils l'utilisent depuis bien longtemps sans le savoir. Hein. C'est un peu comme Monsieur Jourdain. Quand on utilise Google ou un smartphone, il y a des tas et des tas d'outils de classification qui reposent sur des algorithmes liés à l'IA. Ce qui a changé, c'est effectivement GenAI, parce qu'avec ChatGPT et tout le buzz qu'on fait autour, eh bien, on voit qu'effectivement, les consommateurs commencent à se rendre compte qu'il y a plein de cas d'usage possibles, et les employés aussi. Alors après, on a posé la question et on a regardé entre juin de l'année dernière et décembre 2023, et on a vu qu'à peu près tout le monde a entendu parler de l'IA générative, de ChatGPT, de ces outils. Le taux d'usage est de l'ordre de 25% à fin décembre de consommateurs qui disent utiliser ces outils. On était à 17% en juillet, donc ça augmente. Après, quand on pose la question, mais est-ce que vous pensez savoir ce qu'est l'IA générative? Évidemment, une majorité de consommateurs ne le savent pas. Et tant mieux, il faut que ce soit transparent pour eux. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont importants à prendre en compte dans le cadre de la réglementation. Vous venez d'en parler à l'instant, mais les usages précèdent la réglementation. On sait que la réglementation met du temps. Aujourd'hui, il y a 3 chiffres qui sont quand même assez importants à avoir en tête. Il y a 30% des consommateurs français qui disent faire confiance à cette technologie. Donc c'est quand même assez polarisé par rapport... il y a à peu près le même pourcentage qui est quand même un peu sceptique par rapport à ça. Vous avez 44% qui disent que c'est une menace pour la société. Donc c'est quand même important à prendre en compte. C'est pas parce qu'on peut lancer de ce type d'outils qu'il faut nécessairement les lancer, ou en tout cas il faut développer beaucoup de réassurance. Et puis le dernier point qui est important, c'est qu'on a 72%, donc quasiment 3/4, qui disent si jamais une entreprise ou une marque utilise de l'IA générative, j'aimerais qu'elle me le dise, je veux le savoir. Donc ce besoin de transparence est important et ça conditionne quand même beaucoup des développements technologiques au-delà de la réglementation, parce qu'encore une fois, les consommateurs sont aussi souvent des employés et voient bien que ces outils peuvent être extrêmement utiles dans leurs tâches quotidiennes. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui va s'appuyer sur ce genre de technologie a plutôt intérêt à être claire, à dire qu'elle va, par exemple, pour de la recherche documentaire, pour de la recherche d'informations sur un contrat, elle a plutôt intérêt à dire qu'elle va utiliser ce genre de technologie. Il faut qu'elle soit claire par rapport à son utilisateur ou son assuré, par exemple. Oui, il va y avoir un besoin de transparence, en particulier quand on est sur des outils conversationnels. Nous, on pense que l'IA est une technologie de rupture aussi importante qu'Internet et le mobile en leur temps, et que ça va changer la manière dont on interagit avec la technologie et de la manière dont on interagit avec les marques. Donc c'est important de le mentionner et d'être assez transparent là-dessus. Mais au-delà de ça, il y a plein d'usages indirects. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sur 2023, la plupart des entreprises ont testé des cas d'usage, on va dire, plutôt internes, sur les process, sur les métiers, sur la productivité, sur le gain de temps. Et on pense que 2024, on va avoir, au moins parmi les grandes entreprises, une grande entreprise sur 2 au niveau international qui va expérimenter avec des solutions plutôt orientées vers le grand public. Donc cette phase, cette accélération de, entre guillemets, l'interne, le B2B vers les process plutôt à destination du consommateur, que ce soit direct ou indirect, ça va s'accélérer, donc c'est vraiment important de le prendre en compte. Samir, on a parlé pendant, vous l'avez certainement suivi au cours de la première partie de l'émission, on s'est vraiment appesanti sur le cadre réglementaire. Comment est-ce que ces nouvelles dispositions vont-elles impacter votre stratégie ? Alors, elles vont sans doute l'impacter comme, et votre invité précédent le disait, comme finalement le RGPD nous a impacté dans les entreprises, en tout cas de la taille de la même taille que celle dans laquelle je travaille.
avec sans doute une mise en place progressive, c'est ce qui a été dit également. Et donc effectivement, mais cet impact en réalité, il ne se fait pas qu'à l'aune des législations et notamment de l'IA Act, si on parle d'intelligence artificielle, mais aussi au regard finalement des risques que nous on perçoit en tant que DSI, en tant que responsable de la sécurité aussi d'une entreprise, etc. Donc il y a tout un ensemble finalement de risques et d'opportunités qu'on va percevoir et qu'on va devoir traiter. La législation est l'un des composants finalement de ce qu'on a à traiter et ce dont on tient compte. En revanche, c'est pas le seul. Voilà, et donc on essaye d'implémenter, d'intégrer finalement ces technologies de manière progressive, prudente, et en même temps en tirer tout le bénéfice. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. Nos collaborateurs ont aussi conscience que ça leur apporte un certain nombre d'avantages, de facilités. Et donc il réclame dans un certain nombre de cas la possibilité d'utiliser ces IA génératives, et dans d'autres cas de figure ils le perçoivent aussi comme un risque peut-être pour leur propre emploi, et ça il y a aussi un travail de dédramatisation, si je puis dire, qu'on doit faire. Est-ce que vous pensez, Samir, que ces nouvelles règles autour de la donnée, que ce soit l'IA Act ou le Data Act, pour ne citer que ces deux-là, sont susceptibles de créer des désavantages concurrentiels, notamment avec les GAMAM, dont on parlait un peu plus tôt, qui, pour certains d'entre eux, on voit qu'ils se recoupent sur certains marchés, ils sortent de leur marché habituel. Voilà, est-ce que pour vous, ça peut créer des désavantages concurrentiels et peut-être mettre des acteurs comme vous, qui avaient pourtant des tailles plus que respectables, en difficulté ? Alors, ce qui est certain, c'est que ce sont des acteurs qui ont une maîtrise plus importante de ces technologies-là, puisqu'elles en sont pratiquement à l'origine. Donc après on voit émerger aussi des acteurs français quand on regarde de très près, pour ne pas les citer, Mistral ou des acteurs de ce genre-là. Et ça pourrait conférer une certaine souveraineté, comme vous le disiez aussi auparavant et comme votre invitée précédente le disait, ou je sais pas si c'est vous qui le disiez, mais on a des acteurs aussi américains qui se rapprochent d'acteurs français, c'est le cas de Google sur la partie cloud, et donc on compte aussi un peu là-dessus, et c'est vrai que ce qui a été dit auparavant est très vrai, c'est-à-dire il y a une dimension de contrainte, mais il y a aussi une dimension de protection et d'opportunité, et le législateur nous aide justement à protéger nos business. Je sais pas si on peut parler de protectionnisme, toujours est-il que il y a une tentative d'équilibrer finalement les choses. Ce qui reste vrai, c'est que ces acteurs ont une longueur d'avance considérable. Alors, pareil, comme ce qui a été dit il y a quelques instants, je pense que ça va être une technologie de rupture, qu'elle sera considérable également, peut-être plus que ce qu'on a connu avec Internet, et je pense qu'on en est qu'au début. Donc rien n'est joué encore. On est il est encore temps de se faire une place, et donc je reste optimiste. Je pense que la France a tous les atouts, et les entreprises françaises ont tous les atouts pour se faire une place. Quand on regarde dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'ingénieurs français. Charge à nous de les garder en France. Ça, c'est une autre paire de manches. Si on fait un gros plan sur ce qui se passe en entreprise, je me tourne vers vous, Thomas. On sait qu'aujourd'hui, certains métiers ont vocation, on imagine, à utiliser ces outils-là. Si je prends par exemple les équipes marketing, comment est-ce que pour vous, ces législations et ces outils d'ailleurs vont impacter la manière dont ils travaillent et peut-être la manière dont ils jonglent, j'ai presque envie de dire, avec les données ? Mais en fait, ça va impacter toutes les fonctions de l'entreprise, vraiment toutes, et ça va changer la manière dont on travaille avec les machines. Donc on n'a pas bien, je pense, appréhendé ça. C'est pour ça que chez Forrester, on parle de la notion de RQ, Robotics Quotient. Il y a eu le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, et au final, ça va changer la manière dont on travaille avec les robots. Il va falloir faire beaucoup de formations. Il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui ont déployé des plans de formation, partager l'information, les best practices, tout ce qui est prompt, comment ça fonctionne, créer des environnements où on peut tester. C'est pas si évident que ça, et donc il y a tout un enjeu de créer de la confiance vis-à-vis, on l'a évoqué, des consommateurs, mais aussi des collaborateurs. Donc pour la fonction marketing, il y a plein d'opportunités, j'ai envie de dire, en interne, sur le fonctionnement même des équipes, sur la manière dont on travaille, pour être
plus productif. Dans la production de contenu, c'est évident, ça a été un des premiers cas d'usage, mais on commence à voir l'IA générative intégrée aussi dans les produits, dans les offres. Il y a eu floraison d'annonces au CES à Las Vegas. Le Samsung Galaxy qui vient de sortir a été marketé comme tel, comme une rupture à cause de l'IA. Et on voit que ça va se généraliser. Donc la question, c'est aussi beaucoup pour la marque, comment je crée un environnement qui soit spécifique à ma marque avec ce qu'on appelle nous des brand language models, c'est-à-dire en fait un environnement qui correspond, qui permet d'intégrer aussi mes données first party, qui soit pertinent par rapport au ton de ma marque, aux valeurs de l'entreprise. Donc ça suppose effectivement d'éduquer aussi ces outils à cet environnement spécifique. Donc c'est vraiment important. Et puis on ne va pas se raconter d'histoire. La question principale, ça a été évoqué dans le cadre de la régulation, mais c'est aussi la question des biais, de la vie privée, des problématiques éthiques. Et on a posé la question à des dirigeants dans le monde entier, mais en France en particulier, de l'ordre de plus de 350 patrons data et IA. Et on leur a demandé quels sont les principaux freins pour vous au déploiement et au passage à l'échelle sur l'IA. Tout le monde expérimente, c'est évident. Oui. La question, c'est comment on passe à l'échelle. Et dans les 3 principaux freins, vous avez en numéro 3 le fait que la technologie n'est pas encore tout à fait considérée comme mature. Elle évolue sans arrêt, donc c'est pas vraiment un frein. Au contraire, il faut s'y mettre tout de suite. En numéro 2, c'est les compétences, ce qu'on évoquait par rapport à la formation, à la maîtrise de la donnée, à la gouvernance, qui reste essentielle, que ce soit de l'IA classique ou de l'IA générative. Et la problématique numéro 1, c'est la question éthique et la question finalement, des biais liés à la vie privée. Donc c'est ça que la direction marketing, en particulier, de concert avec l'ensemble des fonctions de l'organisation, doit travailler. Et je pense, pour conclure, que l'enjeu principal, c'est vraiment d'intégrer l'IA dans les workflows métiers. C'est pas des data scientists ou des équipes data qui travaillent dans leur coin. C'est comment je comprends la problématique métier, quelles sont les questions qui se posent, comment ça me permet d'améliorer. Et donc, c'est vraiment important que ce soit intégré au marketing comme à d'autres fonctions. C'est pas le sujet. Samir, on va parler bien sûr avec vous aussi de l'IA Act, mais j'aimerais vous entendre sur cette question-là qu'a abordé Thomas à l'instant, qui est celle de la formation. On sait que sur des sujets comme ça, les choses vont effectivement depuis novembre 2022 très vite. L'IA n'est pas un sujet nouveau, mais l'IA générative a apporté quand même beaucoup de changements, elle continue à les apporter. Comment est-ce que vous faites en sorte de former vos équipes sur ces questions? Comment est-ce que vous faites en sorte de diffuser les savoirs, non pas uniquement auprès de vos équipes, de la DSI, qui sont, on imagine, un peu plus informées que les autres, mais auprès des métiers, pour leur permettre de comprendre un peu les potentialités, d'une part, et puis également les dangers possibles autour d'une mauvaise utilisation de l'IA et même un peu plus loin de la donnée. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, Thomas, c'est que effectivement, les équipes IT sont plus informées et data sont plus informées que les autres. Toujours est-il qu'ils ne sont pas pour autant elles ne sont pas prêtes, à intégrer forcément de nouvelles pratiques, et notamment des pratiques liées à l'IA générative. Si je prends les équipes data, on est en train de travailler sur les pratiques de développement informatique, les équipes IT, excusez-moi, sur les nouvelles pratiques de développement informatique, et ça perturbe un petit peu la façon dont un développeur travaille, sur le pipe de CI/CD, etc. Et donc, il y a un véritable change à faire, et même si on comprend un peu mieux comment fonctionne une IA générative et ce que ça fait, etc., il y a un travail de ce point de vue-là. Pour les équipes data, c'est pareil, entre les couches sémantiques qui sont apportées par certains outils et l'IA générative, la production de rapports, par exemple, risque d'être un peu changée. Et donc, effectivement, tout ça, c'est du change, et pour les équipes data et pour les équipes IT. Et il faut accompagner ce change. Et puis pour les équipes métiers, c'est encore plus important parce qu'il y a un certain nombre de fantasmes, on comprend encore moins bien finalement tous les tenants et les aboutissants et ce que ça peut impliquer. On pense parfois que son métier va être, que son métier risque d'être remplacé par une IA, et il y a peut-être aussi des peurs autour de ça. On essaie de faire comprendre que les métiers sont tous en train d'évoluer. Les premiers métiers que moi j'ai vu évoluer, ce sont les métiers du marketing, avec l'arrivée de la technologie dans la partie média, les fameuses DMP, SSP, toutes les plateformes en fait de
personnalisation en marketing, etc., qui sont arrivés et qui, à un moment, ont beaucoup changé la façon dont on fait du marketing. Aujourd'hui, on voit la même chose en RH avec l'IA générative, on voit la même chose dans les métiers du juridique, dans les métiers du service client et du customer care. Et donc, effectivement, on se pose un certain nombre de questions et il faut accompagner finalement d'une part ce changement en dédramatisant et en rassurant les collaborateurs, en leur expliquant que ça va les augmenter, que ça va peut-être les rendre plus productifs, ça va leur faciliter la vie aussi. Et par ailleurs, il faut les former, comme vous le disiez, leur apprendre à utiliser ces outils. Aujourd'hui, on parle de prompt engineering, on parle de choses dont on ne parlait absolument pas il y a quelques années. Mais encore une fois, ça touche vraiment tous les métiers. Pas uniquement les métiers qui ne sont pas en lien direct avec la technologie, même les métiers qui sont en lien avec la technologie, parfois même plus encore, sont concernés. Et voilà, encore une fois, un data analyst devra peut-être bientôt apprendre à travailler différemment et à prompter plus qu'à faire des requêtes SQL. Hein. On a parlé au tout début de cette émission de, bien sûr, et on continuera à le faire, un Digital Market Act. L'une des dispositions, normalement, permettra d'avoir plus de visibilité sur notamment les données marketing et publicitaires. Question pour vous, Samir, est-ce qu'il s'agissait de données qui étaient jusque-là difficiles à observer et à acquérir de la part des plateformes qui sont, j'imagine, vos fournisseurs de technologie? Alors non, je pense pas qu'elles étaient difficiles à acquérir. Je pense qu'il est plus difficile d'acquérir des données aujourd'hui compte tenu justement des dispositifs réglementaires qui se sont structurés. Donc les données sont... Enfin, il y a une époque, moi je me souviens, qu'il était très très facile de déployer des dispositifs de tracking qui allaient peut-être au-delà de ce qu'on pourrait accepter en tant qu'utilisateur et en tant que consommateur. Aujourd'hui, les choses sont très cadrées. Alors évidemment, des solutions comme celle que OpenAI met en place pose de nouvelles questions et quand on interagit avec une IA générative, on communique des données, en fait, de l'information à ces IA génératives. Donc la question se pose évidemment, mais entre le RGPD et puis les initiatives privées de certaines de ces plateformes, quand on voit ce qu'a fait par exemple Apple avec Safari, qui contraint très fortement ce qu'on appelle le cross-domain, etc., il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de traquer finalement un comportement et de collecter des données qui n'ont pas vocation à être collectées. Voilà, donc je dirais pas que les données sont plus faciles à collecter aujourd'hui. Voilà, je sais pas si c'était le sens de la question, mais en tout cas, moi je le pense pas. Toute dernière question, vous aviez déjà partiellement répondu, mais comment est-ce que vous allez vous organiser? Et là, je parle plus de connaissances et de diffusion de l'information, mais comment est-ce que vous allez vous organiser pour l'IA Act? Est-ce que, c'est une question que je posais un peu plus tôt au début de cette émission, est-ce que vous aurez aussi au-delà du chef IA officer, vous aurez peut-être des spécialistes de l'IA qui vont permettre à l'entreprise de mieux aborder ces questions autour de l'usage, autour de l'éthique et autour de la conformité? Ah, tout à fait. On a d'ores et déjà produit un premier document qui nous permet de cadrer en fait l'utilisation de ces IA. On déploie les solutions avec prudence pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Hein. Il y a des raisons de sécurité informatique. Un prompt, en fait, alors il y a un jeu qui consiste à jailbreaker finalement les prompts cachés, les contextes qui sont donnés. Il y a même des solutions, des jeux sur Internet. Il y a un jeu qui s'appelle Gandalf en fait, qui permet de s'entraîner à jailbreaker, à casser en fait les prompts de contexte. Et donc il y a un risque avec les IA génératives. Il y a un risque aussi humain parce que encore une fois. Si ça change la façon de travailler, il faut accompagner ce changement. Il y a tout un ensemble de risques. Donc, on a déjà commencé à faire ce travail. L'IA Act va donner un cadre beaucoup plus précis et ça nous permettra
de déployer ce cadre de manière peut-être plus conforme avec ce que l'Union européenne nous demande, mais il y a des aspects qui sont propres à l'entreprise. Quand on parle d'éthique, l'éthique c'est quelque chose de relativement subjectif, et donc chaque entreprise met son curseur un peu où le poids du corps, là où elle estime que son éthique se trouve, et donc effectivement ça peut être autour de l'inclusion, ça peut être autour de la RSE, il peut y avoir plusieurs aspects qui sont plus importants pour une entreprise que pour une autre, et effectivement à ce titre, nous on a effectivement un travail qui est produit et qui va faire qu'on va être particulièrement vigilant à un certain nombre de choses, notamment les deux aspects que je viens de citer, mais effectivement il y a plusieurs aspects. Il y a un travail assez important. Quand on voit, pareil, votre invité précédente le disait, le RGPD, il a fallu un peu de temps pour pouvoir s'en saisir et l'implémenter correctement. On a été accompagné par la CNIL, c'est tout à fait vrai, ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que la CNIL a aussi un rôle d'accompagnement. Je crois que c'est la CNIL qui va se saisir de l'IA Act, et donc on suppose qu'on aura le même type d'accompagnement et le même type finalement de dispositif d'implémentation. C'est-à-dire que le temps qu'on a eu pour le RGPD, aussi la bienveillance et la compréhension que la CNIL a pu avoir au début, quand on mettait en place ces sujets-là. Les choses étaient graduées, on avait quand même une certaine bienveillance, et la CNIL était très compréhensive. Indulgente au départ. Donc on espère et on pense que ça se passera de la même façon. Je pense qu'ils nous entendent, et je pense qu'ils feront preuve de la même indulgence, comme vous l'avez noté, pour le RGPD. Merci beaucoup Samir Melal d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup Thomas Husson d'avoir été avec nous également ce matin. Je vous propose de poursuivre notre réflexion avec la table ronde. Table ronde, je vous le disais, avec non pas 2 ni 3, mais 4 invités. Nous venons d'être rejoints par Katarina Krunovic. Katarina, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai bien dit votre nom de famille. C'est parfait. Voilà. Si vous ne le savez pas, mais il y a KRC. Donc ça trouble un peu. Ça trouble un peu. Vous êtes CDO à Haute-Paris, donc opérateur municipal du service de l'eau de la capitale, et vous assurez aussi la distribution. Nicolas Gros, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas, vous êtes Field CTO chez IMIA, entreprise bien connue, spécialiste dans le cloud et notamment la sécurité des données. À côté de vous, Jean-Bernard Hadard. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Jean-Bernard, vous êtes solution stratégiste IMIA chez Quest Software, éditeur de solutions de gestion système, gestion de base de données, gestion de l'identité et de l'accès. Et nous sommes également, pour finir, avec Sébastien Frel. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes team lead, système engineer chez Pure Storage, spécialiste du stockage, qu'on reçoit de temps en temps sur notre plateau. Bienvenue à tous les 4. Première question pour vous, Nicolas. On parle énormément de données. On va encore continuer, bien sûr, à en parler. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent gérer, et j'ai envie d'ajouter sans danger, parce qu'avec l'IA, du danger, je pense qu'il y en aura un tout petit peu, les quantités absolument gargantuesques de données qu'elles sont amenées à collecter, à générer elles-mêmes et à manipuler? Je dirais que pour l'instant, elles le font très bien. Jusque-là, ça se passe plutôt correctement. On a les outils pour le faire, mais c'est vrai qu'on voit une vraie croissance. On a chez Rubrik une certaine base de données qui répertorie les métadatas de nos clients, ce qui nous permet de suivre pour voir un petit peu les croissances, etc. Et sur la totalité de nos clients, on a jusqu'à aujourd'hui pour 2023, on n'a pas encore les données pour 2024 au mois de janvier, mais pour 2023, on est à peu près 25% de croissance en moyenne chez nos clients. On a 5500 clients dans le monde et c'est vraiment la moyenne globale sur ces 5500 clients. Donc, 25%, c'est généralement un peu au-delà
de ce que les clients avaient pris en compte. Et on voit surtout une grande croissance, surtout en Europe, sur la donnée personnelle, la donnée patrimoniale de l'entreprise. Et on a les derniers chiffres, c'est un fichier sur 38 dans le SI qui contiendrait de la donnée potentiellement personnelle ou patrimoniale de l'entreprise. 1 sur 38. 1 sur 38. Ça fait un peu... Quand on manipule beaucoup de données, ça fait beaucoup quand même. C'est surtout qu'on voit qu'en moyenne, une entreprise a à peu près 500 millions de fichiers. Donc 1 sur 38 qui contiennent de la donnée personnelle, bon, c'est pas mal. Oui, ça fait quelques données personnelles à manipuler. Au regard de ce nouveau contexte légal, Jean-Bernard, alors le contexte, on en a déjà parlé, et on va continuer à le faire, bien sûr. Quelles sont les clés pour vous pour réussir un projet de gouvernance? Parce que, à la lumière des chiffres que vient de présenter Nicolas, à la lumière du contexte légal, à la lumière de l'IA qui va arriver et de toutes les précautions dont doivent s'entourer les entreprises pour réussir la gestion de données, on imagine qu'en termes de gouvernance, certains CDO, on a une autour de la table, risquent de se faire des nœuds au cerveau. Quels conseils vous pourriez leur donner pour justement faire en sorte que cette gouvernance ne soit pas dangereuse finalement? Ouais. En fait, il faut voir que de façon sous-jacente à ces nouvelles mesures, ce qui est très important, ça va être le partage de l'information. Partage de l'information inter-entreprise, mais le partage de l'information aussi entre différentes entités de l'entreprise. Et en fait, ce partage-là, pour qu'on puisse l'amener, il va falloir avoir un climat de confiance. Et si on met en place ce climat de confiance, en fait, on va être capable de générer de l'innovation au sein de l'entreprise. Et si je reprends par exemple le dernier rapport de l'IDC, on a plus de 70% des entreprises qui n'ont pas confiance dans leurs données. Donc on voit à quel point c'est important. Alors nous, chez Quest et spécialement dans l'entité Airwin, on a un programme en 7 étapes de façon itérative qui permet justement de faciliter cette mise en confiance autour de la donnée tout en respectant les cadres réglementaires. Question pour vous, Katharina. On sait qu'aujourd'hui, en tant qu'opérateur critique, vous gérez de l'eau, une ressource importante, une ressource qui, on voit malheureusement certains pays dans des conflits, peut être attaquée informatiquement. Donc, quand on parle données, vous êtes concerné au premier chef. Comment est-ce que vous abordez cette question de la donnée? J'ai envie de vous poser la question principalement sur cette question de la souveraineté de la donnée. Parce qu'en fait, finalement, le cadre de données, enfin les différentes mesures dont on a parlé tout à l'heure, elles visent à préciser un cadre qui s'apparente à de la confiance, également à la souveraineté. Comment est-ce que vous l'abordez, vous, de votre côté? Alors c'est vrai que, comme vous le disiez, effectivement, Haute-Paris donc intervient sur un secteur qui est identifié comme critique, que ce soit par les autorités françaises ou européennes. Et de ce fait, les sujets cybersécurité, protection des données sont embarqués chez nous depuis plusieurs années, sachant qu'en plus, on a des réglementations qui s'imposent à nous. Sur le sujet de la souveraineté des données, proprement dite, aujourd'hui, ça reste encore plus difficile à aborder parce que si on a différentes législations qui existent en la matière, on n'a pas encore forcément une définition, en tout cas sur la partie secteur local, de ce qu'est véritablement une donnée pouvant toucher à la souveraineté des données. Et ni d'ailleurs. Pour vous, c'est pas assez clair aujourd'hui. En fait, on voit par exemple, qu'il y a eu des débats parlementaires au niveau français récemment, où l'État français a un peu reculé sur cette question de souveraineté des données. On voit qu'il y a eu une circulaire qui a été qui a été édictée au niveau des données de l'État, mais sur la partie sur la partie proprement dite du secteur local, il y a une réglementation qui commence avec des contraintes qui commencent à être édictées, mais pas forcément un texte qui, a été encore adopté, même au niveau européen, où on sent bien qu'il y a encore des dissensions entre les différents États membres sur cette question-là. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont on aborde le sujet, c'est effectivement de prendre les différentes réglementations qui sont produites, comme par exemple le sujet du RGPD, qui est une réglementation que l'on prend en compte, et de constituer notre doctrine interne face à cette problématique-là, en partant bien évidemment du recensement de nos données, savoir ce dont on dispose, savoir où elles se trouvent, parce que ça peut paraître la base, mais effectivement, le recensement de ces données, savoir où elles sont stockées, et puis de temps en temps, quand on passe par, un sous-traitant,
être capable de savoir lui-même quelle est sa politique de stockage et d'hébergement des données. Et aujourd'hui, c'est la façon dont nous procédons, en conservant à l'esprit qu'on est sur un sujet qui est quand même assez en évolution et qu'il peut être amené à évoluer. Et donc, on pourra être amené éventuellement à faire bouger notre doctrine interne. Je vois Nicolas qui opinait du chef sur la localisation de la donnée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle maintenant depuis un certain nombre d'années, mais les entreprises sont relativement inégales sur la connaissance, sur la cartographie de la donnée. Malheureusement, et c'est une vraie problématique, ne serait-ce que pour l'entreprise elle-même, pour savoir où est-ce qu'on pourrait avoir de la donnée. Est-ce que cette donnée-là, elle devrait être là, mais aussi derrière pour tout ce qui va être cyberattaque, où malheureusement cette donnée qui peut être placée un petit peu n'importe où avec des droits d'accès potentiellement complètement ouverts, c'est la première cible et c'est une cible facile pour les cyberattaquants. Parce que si on ne sait pas qu'une donnée est sur tel ou tel endroit, comment est-ce qu'on va la protéger correctement ? Est-ce qu'elle est protégée seulement ? Et c'est ça la vraie problématique. Ces nouveaux textes, ils auront, on peut imaginer, peut-être un impact sur les plateformes. De quelle nature peut-il être, Sébastien ? Alors, je voudrais juste resituer un tout petit peu le contexte en amont et étayer certains propos qui ont été donnés un peu plus tôt. C'est qu'on constate en fait sur le marché, chez nos clients, une croissance exponentielle des données. On parle de 10%, ça dépasse largement les 10% de croissance annuelle et on parle même, comme vous le disiez, de 25% de croissance. Pour donner des indications, la quantité de données produites en 2025 est estimée aux alentours de 180 zetaoctets de données. Alors, c'est un terme qui parle pas, c'est difficile de se rendre compte, mais pour mettre en perspective, en 2010, donc il y a une quinzaine d'années, c'était 2 zetaoctets de données. Donc en fait, en 15 ans, la croissance, la quantité de données générées a été multipliée par un facteur 90. Donc c'est absolument colossal. Et ces données, elles proviennent d'où ? Elles proviennent de sites web, de réseaux sociaux, d'informations, de vous, de notre vie quotidienne. Donc ces données proviennent de partout. Et donc l'impact qu'on voit arriver sur les données, sur les plateformes de données, c'est justement la difficulté de savoir où sont ces données et la pression que ces données vont avoir sur les plateformes de données. Et donc on voit de plus en plus d'outils arriver sur le marché justement pour gouverner ces données, savoir où elles sont, comment y accéder, à quelle fréquence elles vont être accédées. Et donc la difficulté aussi dans ce périmètre-là, c'est de se dire chaque donnée doit être accessible en permanence, en continu. Et donc on traite de plus en plus de quantités de données, donc absolument colossales, avec une pression sur la capacité d'une part à héberger ces données, mais d'autre part à fournir un service et accéder à ces données de manière régulière. Donc l'impact, il est assez fort en fait sur les systèmes, sur les plateformes de données qui doivent répondre à des sollicitations de plus en plus fréquentes et de plus en plus massives. Quel effet il peut y avoir également sur la manière dont les entreprises pensent leur architecture de données, encore une fois à la lumière de ces textes ? Toutes les données vont devoir être cartographiées, architecturées, en tout cas pas architecturées, mais identifiées et, comment dire le bon terme, indexées, savoir où elles sont. Voilà. Et donc en fait, les entreprises vont devoir se tenir informées sur quel est l'état de l'art, sur la façon dont je dois collecter mes données, les architecturer. Pourquoi ? Parce que les entreprises doivent rester compétitives, elles doivent se tenir informées de l'état de l'art et des tendances du marché. Donc ça, c'est le principal point. Donc c'est pas une réponse technique, c'est plus une vocation de veille technologique sur comment je dois architecturer mes données pour les rendre accessibles, identifiables. On va parler de droit à l'oubli, etc. dans les futures et dans les nouvelles directives. Donc si on reprend un tout petit peu ce que je disais un peu plus tôt, c'est aussi cette capacité à fournir le service, donner l'accessibilité de la donnée en continu. Voilà. Principalement ici. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Jean-Bernard, sur cette question de visibilité qu'on aborde depuis quelques instants. Comment est-ce que ces textes vont permettre aux organisations d'avoir peut-être un peu plus de visibilité sur des données ? Alors, c'est un peu paradoxal parce que parfois elles ne savent pas forcément où elles se trouvent, vous l'avez dit vous-même, mais dans quelle mesure ça peut aider à gagner en visibilité sur ces datas ? Ouais, on l'a bien vu avec ce que vous disiez sur le fait que les données sont complètement en explosion dans l'entreprise. On l'a vu aussi avec ce que disait Katharina un petit peu plus tôt, le fait que finalement les gens ne savent pas où sont les données dans l'entreprise. Donc ce cadre de confiance que l'on veut retracer dans l'entreprise à travers les différentes règles, ça va être vraiment primordial. Et puis l'objectif, c'est vraiment de connaître la donnée. D'accord. Donc, quand on dit connaître, ça veut dire d'être capable de la taguer, de l'identifier, de savoir où est-ce qu'elle se situe, savoir qui est-ce qui la gère, qui est-ce qui contrôle cette information, quels sont les processus qui utilisent cette information, quels sont peut-être des processus qui vont générer, peut-être qu'on parlera après de comment est-ce qu'on peut générer de la donnée, etc. Et donc, une fois qu'on a cartographié un petit peu cette information-là, alors, on peut avoir d'ailleurs des données qui sont des données personnelles, d'accord, des données qui sont liées à la santé, des données financières.
Donc, savoir, en fonction de ça, peut-être sur la partie sauvegarde, etc., de savoir qu'on va pouvoir sauvegarder ou sécuriser différemment des données qui sont des données financières par rapport à des données qui sont plutôt d'ordre public. Donc, le fait de pouvoir taguer ces données-là, ça va permettre de donner un petit peu une cartographie, finalement, on pourrait dire, de notre parc de données. D'accord. Et puis, une fois qu'on a pu cartographier cette information-là, ça va permettre ensuite d'identifier les chaînes de valeur de l'entreprise, les pipelines qui sont critiques au niveau de l'entreprise, quelles sont les données qui apportent de la valeur auprès des métiers, et puis de donner de la transparence, de la visibilité. Et en fait, ce cadre réglementaire vient pas forcer les entreprises, mais quelque part, ça va venir peut-être organiser un petit peu plus cette démarche de façon itérative. Et puis, j'ai envie de dire, après, l'appétit vient en mangeant, quoi. Est-ce que vous imaginez, Katharina, demain, stocker des données critiques, ou continuer à le faire, j'ignore si vous le faites déjà aujourd'hui, mais dans des lieux d'hébergement qui ne sont pas forcément ceux détenus, soit par des acteurs européens, ou soit pas forcément installés en Europe? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la manière dont on aborde le sujet, c'est de bien repartir tout de même de nos besoins. Parce qu'en fait, quand on commence à s'interroger sur la politique d'hébergement de nos données, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui rentrent en ligne de compte. Bien évidemment, le sujet de la localisation du stockage des données, la transparence aussi sur ce qui est effectué sur les données. Est-ce qu'elles risquent d'être rapatriées en dehors du territoire national ou européen? C'est vraiment un sujet et un besoin de transparence. Mais on voit bien également qu'il y a d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte au niveau de nos besoins. Parce que on a bien évidemment des besoins éventuellement en capacité de stockage, en capacité de traitement, suivant le volume de données concernées. Et puis également, il y a tout le sujet qui touche à la protection des données, qui lui également, en termes de, de besoins de protection avec le risque cyber qui augmente de manière exponentielle, on voit bien que c'est un des sujets qui est également énormément pris en ligne de compte pour définir avec quel hébergeur on va travailler. Donc ça, c'est le premier sujet. Et puis, on voit bien que dire qu'on veut exclure à l'avenir tel ou tel hébergeur reviendrait à dire que finalement, on pense que les offres ne vont pas évoluer. Or, on voit bien que de toute manière, les offres commencent déjà à évoluer sous l'impulsion, par exemple, de l'ANSSI, avec la certification Secnum Cloud qu'elle a mise en place. Et puis, suivant les options qui seront retenues sur la question au niveau européen ou français, ça pourrait encore plus faire évoluer l'offre, puisque ça générerait une demande encore plus affirmée. Et puis enfin, comme ça a été dit auparavant, on voit bien que entre la solution hébergeur uniquement non européen et puis hébergeur uniquement européen, on a des solutions hybrides qui commencent à se mettre en place via la conclusion de partenariats. Et donc, aujourd'hui, exclure de prime abord une solution ne me paraît pas la bonne façon d'aborder ce sujet-là. Est-ce que vous imaginez la possibilité de créer des règles par métier, des règles de stockage, d'utilisation de la donnée, peut-être de croisement de données, qui seraient valables pour un métier, mais pas pour un autre? Oui, c'est vraiment la façon dont on aborde les choses, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les volumes de données concernés ne sont pas du tout les mêmes d'un domaine métier à l'autre. Les usages non plus, puisque suivant en fait le cœur de métier concerné, on va avoir plus ou moins d'IA, plus ou moins de modèles prédictifs à faire tourner. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes usages. On n'a bien évidemment pas la même réglementation qui s'applique aujourd'hui. Certaines de nos données sont forcément domaines très concernés par les sujets RGPD, d'autres pratiquement pas. Ouais. Voilà. Et puis et donc, du coup, effectivement, on voit bien que... Et puis, la criticité pour Haute-Paris, pour le cœur de métier, n'est pas forcément la même. Et on voit bien que de vouloir forcément avoir une approche, uniforme, n'a pas forcément de sens. Et qu'il vaut mieux, en fait, effectivement, finalement, définir les besoins et les garanties qu'on attend de manière adaptée. Et pas forcément partir sur la garantie la plus élevée pour toutes nos données, alors que le besoin ne se justifierait pas. Nicolas, Jean-Bernard, est-ce que vous voyez naître ce besoin, qu'a expliqué Katharina à l'instant, de besoin de créer presque des règles de stockage, d'utilisation et de gouvernance de données par métier? Jean-Bernard et puis Nicolas. Oui, on voit vraiment qu'on a de plus en plus une volonté de cloisonner un petit peu l'information par métier. On le voit notamment avec des méthodologies de type data mesh. On va travailler comme ça un petit peu par domaine. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans l'entreprise.
Et puis, alors après, on n'est pas obligé d'appliquer en fait toutes les méthodologies, mais l'objectif, c'est vraiment d'identifier des périmètres dans lesquels on peut être confortable, on peut avoir un certain nombre de use cases qui vont apporter de la valeur, et puis ensuite, on peut étendre petit à petit. Oui. Nicolas. Oui, je suis d'accord. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est quelque chose qui, je pense, doit s'accélérer. Parce que on a une vraie problématique sur le nombre de copies de la donnée. On voit chez tous les clients qu'il y a énormément de copies, 8, 9 parfois, de copies de la même donnée, qui sont stockées pour des durées différentes, sans vraie raison, au final. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions et de mettre en place ce genre de choses. Et je pense qu'il y a une vraie idée de frugalité derrière de la donnée. Si on veut aussi contrecarrer cette croissance exponentielle qu'on voit, il va falloir mettre en place ce genre de fonctionnement et avoir une vue soit par métier, soit par business unit, enfin en fonction des entreprises. Mais il va vraiment falloir se prendre par la main et potentiellement aussi commencer à supprimer de la donnée. C'est une vraie problématique. On n'efface jamais rien. Mais pourquoi justement cette suppression de la donnée, pour vous, peut être un outil que les CDO, chez Digital ou chez Data Officer, peuvent mettre à profit pour se construire, on en parlera aussi un tout petit peu, une véritable hygiène autour de la donnée? Mais parce que justement, on ne le fait pas. Et c'est ça la vraie problématique, c'est qu'on est toujours à se dire, est-ce qu'on va pas s'en resservir ailleurs? Mais physiquement, cette donnée-là, comme je le disais, elle est peut-être déjà là, 8 ou 9 fois dans l'entreprise. Donc, pourquoi ne pas arriver à l'identifier par des moyens X ou Y, mais derrière, à surtout aller supprimer la donnée qui est en trop et à ne conserver qu'une version ou 2 versions en fonction des besoins, mais pas 9. Pas 9. Comme vous disiez, je pense pas que vous en êtes à ce niveau-là. Hein. Vous avez plus de rigueur. Est-ce que vous retrouvez justement, est-ce que vous imaginez qu'un outil comme la suppression peut rentrer finalement dans votre boîte à outils et dans les pratiques que vous utiliserez ou que vos collègues utiliseront et les métiers peuvent utiliser également? Oui, alors c'est vrai qu'on a commencé à s'interroger déjà sur les durées de conservation de nos données. Parce que ça, c'est effectivement un vrai sujet. Et puis également la granularité à laquelle on stocke une donnée. Puisque de par notre cœur d'activité, donc on a beaucoup de données qui sont générées par des capteurs dans nos usines. Donc on génère de la donnée à la seconde. Et donc la question en fait qui se pose également chez nous, c'est de savoir effectivement quelle est la maille temporelle qui est intéressante par rapport au cas d'usage que l'on peut avoir. Est-ce que, ça peut être des questions qui peuvent paraître triviales, mais est-ce que je garde à une maille 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, à l'heure? Et on voit bien que je peux passer 2 millions de données à des milliers de données suivant finalement cette maille temporelle que je retiens. Et puis également des interrogations sur comment on acquiert la donnée. Est-ce que, par exemple, je l'acquiers effectivement à la seconde ou est-ce que je l'acquiers quand elle change? Ce qui n'est pas non plus la même chose, et ce qui veut dire qu'en termes de volume de données, on ne brasse plus du tout non plus la même quantité. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, en fait, on arrive à avoir des principes directeurs. C'est difficile de les décliner parce qu'effectivement, on a un patrimoine de données qui est très important. Et puis surtout qu'en tout cas, à Haute-Paris, on a beaucoup de métiers. Et donc, du coup, ce que l'on peut décliner sur un type de données, il faut le multiplier X fois. Et c'est ça, en fait, la complexité dans une entreprise, je pense, c'est que intellectuellement, on arrive à forger des principes. C'est la difficulté, c'est ensuite de les décliner sous une approche plus opérationnelle. Et là, on se retrouve confronté à la multitude. Avec des textes comme l'IA Act et le Data Act, on imagine que l'entreprise devrait être encore beaucoup plus rigoureuse sur le contrôle qu'elle exerce sur sa donnée, on parlait tout à l'heure sur sa localisation. Est-ce qu'on peut imaginer que le rapatriement en interne, qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais en tout cas qui est une approche plausible et possible, est-ce qu'on peut imaginer que le rapatriement en interne pourrait vous permettre d'améliorer votre observabilité de la donnée et puis d'accroître également votre contrôle dessus et évidemment votre capacité à moins prendre des amendes au cas où? Alors ça pourrait, mais une autre façon d'aborder le sujet est aussi de bien faire une revue finalement des contrats que l'on a, par exemple, que ce soit avec nos éditeurs ou avec les partenaires avec qui nous développons des algorithmes, parce que
Dans le sujet du contrôle, on voit bien qu'effectivement, l'IA Act va imposer de devoir contrôler les algorithmes, les résultats produits, la documentation, et puis aussi arriver à bien identifier tous les algorithmes qui sont développés et de pouvoir les classifier. Mais dans le sujet du contrôle, on sait bien que le contrôle ne tiendra pas qu'à ça, le contrôle de nos données, et qu'il y a aussi le sujet de la protection, de l'infrastructure nécessaire, des moyens humains nécessaires. Et suivant la taille des entreprises, on voit bien que toutes n'auront pas forcément la capacité à financer tous les moyens nécessaires pour assurer ce contrôle-là. Et dans ces cas-là, la solution extérieure peut être une option à envisager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter sur une solution ou une autre. Il faut déjà bien partir des besoins que l'on a, et puis de nos attendus en termes de contrôle. Et à partir de ce moment-là, bien faire la revue entre ce qu'on est capable de faire en interne. Si on veut le faire en interne, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de moyens à mettre en place versus des solutions qui sont proposées à l'extérieur. Sébastien, est-ce que ce sont des discussions que vous avez avec vos clients, certains qui vous disent écoutez, le cloud c'est très bien, j'ai votre plateforme, mais j'aimerais bien pouvoir imaginer, rapatrier tout ou partie de mes données avec votre solution, mais en interne. Est-ce que c'est des choses qui se disent déjà aujourd'hui ou pas du tout ? Oui, et puis pas que récemment. C'est des sujets de discussion qui émergent depuis quelques années. Et effectivement, la vérité, elle est probablement pas forcément tout. J'héberge tout chez moi, j'héberge tout dans le cloud. La vérité sera probablement un peu entre les deux. Et donc oui, c'est des solutions et c'est des discussions que nous avons avec nos clients sur justement la mobilité de cette data. Comment je fais pour... alors on parle de réversibilité parfois, mais le vrai terme, c'est la mobilité de la donnée. Comment je fais pour déplacer ma donnée du cloud on-prem et inversement. Voilà. Et donc effectivement, on a des solutions pour répondre à ce type de besoins qui émergent de plus en plus, notamment avec des nouvelles réglementations, le Cloud Act, etc. Voilà. Jean-Bernard, vous parliez tout à l'heure du data mesh, et toujours dans cette idée de contrôle, quel rôle le data mesh peut jouer justement dedans ? Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, si on revient un petit peu sur l'historique de la donnée sur ces 20 dernières années, on a généralement un clivage entre la donnée opérationnelle, d'accord, et puis la donnée plutôt analytique. La donnée opérationnelle, typiquement, les DSI sont habitués à manipuler cette information-là. Mais ensuite, on a un écart entre la donnée technique et puis la donnée métier. Et en fait, un des premiers piliers du data mesh, que la partie data domaine, ça va être de rapprocher la donnée technique avec la donnée métier, pour pouvoir avoir à la fois un rapprochement au niveau de la donnée elle-même, mais aussi un rapprochement au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que les équipes techniques et les équipes métiers vont travailler dans un espace commun, dans une entité commune. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ça va faciliter les échanges inter-organisations, puisque justement, on va pouvoir partager des données qui sont déjà un petit peu préparées et qui apportent de la valeur. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, si vous avez une entité de ressources humaines, va travailler par exemple sur des indicateurs relatifs à la masse salariale, par exemple, et puis vous avez une autre entité de type finance qui, elle, va travailler sur des informations de type cost center. Ces informations, elles vont être échangées entre les deux entités, ressources humaines et puis finance, mais l'information, on pourrait l'appeler par exemple dataset, ça va pas être une information technique, comme on pourrait retrouver sur un système de MDM ou autre chose, ça va être une information métier, organisée de façon métier. C'est ce que Data Mesh appelle le data as a product, d'accord ? Et c'est ce que nous on appelle le marketplace chez Erwin. Bon, passons. Et en fait, si on prend cette organisation-là, on va pouvoir proposer une information qui apporte directement de la valeur à une autre organisation dans l'entreprise, à une autre entité métier dans l'entreprise. Alors par contre, pour autant, quand on a toutes ces règles de surveillance, on va être obligé de retracer la lignée, le lignage, l'origine, on l'appelle comme on veut, de la donnée métier vers la donnée technique, et de comprendre quelles sont les transformations, quelles sont les modifications qui ont été faites à travers les différentes strates, différentes couches de données dans l'entreprise. Et inversement, les équipes opérationnelles, elles vont vouloir comprendre quelles sont les applications de leurs données, quels sont les usages auprès des métiers. Donc voilà, du coup, nous, on va apporter en fait une grande visibilité sur la donnée à travers l'entreprise pour établir un climat de confiance et puis répondre aux nouvelles normes de régulation. J'aimerais terminer cette table ronde sur une dernière question. On a parlé bien sûr de l'IA Act, vous en avez parlé, Katharina. Comment est-ce que vous préparez cette prochaine échéance, sachant qu'il y a 2024 un événement presque pas envie de dire les deux lettres, mais on sait tous
de quoi il s'agit. Hein. Les JO, on sait que vous êtes un opérateur d'importance. On sait que vous aurez probablement besoin de l'IA. Vous pouvez peut-être déjà déployer, peut-être que vous faites même des tests là-dessus. Vous allez en tout cas préparer ce changement réglementaire. Comment est-ce que vous le préparez et très concrètement, qu'est-ce que ça va changer chez vous au quotidien? Alors, la manière dont on le prépare, c'est déjà effectivement de bien recenser déjà les algorithmes dont on dispose déjà et ceux qui sont en cours de développement. Ça, c'est effectivement, on a déjà parlé du recensement des données, mais pour l'IA, la punition, entre guillemets, est un petit peu la même. Et puis déjà, de voir un petit peu, au niveau de ces algorithmes qui existent ou qui sont en cours de développement, à quel niveau de classification ils font appel. Est-ce qu'on est sur des IA à risque ou est-ce qu'on est finalement sur des IA à faible risque? Ça, c'est le premier sujet. Et puis, à partir de ce moment-là, quand on est sur des IA à risque, eh bien, évidemment, de refaire une revue des process en cours, que ce soit interne ou ceux qu'on peut également appliquer avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, pour s'assurer qu'on est bien en capacité de maîtriser le résultat produit par ces algorithmes, qu'on est en capacité de s'assurer qu'il n'y a pas de déviance, puisqu'en fait, l'objectif, c'est de s'assurer que on puisse, surveiller en fait les résultats produits par ces algorithmes. C'est un petit peu la façon dont on a commencé en fait à aborder ce sujet-là, et c'est effectivement aujourd'hui, effectivement, on voit bien que de toute manière, déjà savoir ce dont on dispose, ça reste la clé. Et puis, bien évidemment, s'assurer que les données d'entrée, il n'y a pas non plus de problématique en termes de qualité de données, ou s'il y en a, qu'on arrive à faire un tri entre justement les données sur lesquelles on a des interrogations, pour pas que ça fasse dévier des modèles. Et donc effectivement, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de sujets, de process et de procédures derrière cette réglementation. Vous aurez bien sûr, je pense, à cœur d'appliquer. Oui, bien sûr. Dans les prochains mois. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Nous allons poursuivre nos échanges avec encore une réflexion sur l'IA Act avec notre prochaine invitée. Alors, nous sommes avec notre prochaine invitée, Elsa Nelly Amoussouvi. Elsa, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait. Voilà, bonjour, bienvenue. Vous êtes gouverneur data et IA au sein de la Matmut. Alors, je le disais, on va poursuivre notre réflexion avec vous autour des textes, autour de la manière dont les textes vont transformer la manière dont vous opérez au quotidien. Première question, pour un groupe comme la Matmut, qui est un assureur national, qui est déjà assez richement, je dirais, réglementé. Comment est-ce que vous observez ces textes-là et qu'est-ce qu'ils doivent vous apporter au quotidien? Qu'est-ce qu'ils doivent changer dans votre quotidien? Nous observons ces textes avec prudence. L'IA va apporter des changements majeurs à l'industrie de l'assurance et l'IA Act va permettre de définir le cadre d'utilisation de ces systèmes d'IA. Donc l'impact pour les entreprises va être sur le plan opérationnel et stratégique. Sur le plan opérationnel, l'IA Act va obliger les entreprises à renforcer leurs processus, leur système, leur gouvernance des données. Cela inclut notamment la mise en place de dispositifs de surveillance et de contrôle des modèles d'IA, de la documentation détaillée ou l'explication à fournir aux personnes concernées. Sur le plan stratégique, l'IA Act va apporter une sécurité juridique pour permettre à ces entreprises de pouvoir développer de nouveaux produits et services. On parle notamment d'assurance personnalisée, d'améliorer notre efficacité opérationnelle tout en réduisant nos coûts. Je fais référence au processus de gestion des sinistres. Et enfin, être en mesure de comprendre et gérer nos risques. C'est la détection des fraudes ou la tarification des risques. L'investissement en temps et en ressources va être proportionnel à notre maturité en matière de gouvernance des données et gestion des risques. Les entreprises déjà préparées à l'exercice seront les mieux à même de pouvoir réussir à l'avenir. Et effectivement,
le secteur de l'assurance est fortement réglementé et donc, normalement, devons pouvoir nous en sortir. Il y a pas de raison. Est-ce que vous estimez que ces dispositions peuvent être de nature à ralentir ou brider votre capacité d'innovation? L'IA peut être perçue comme une contrainte pour les assureurs en imposant de nouvelles contraintes réglementaires. Cependant, ce règlement reprend en partie les exigences et les principes du RGPD qui est déjà assez contraignant pour nous. Le RGPD impose aux entreprises des principes de minimisation des données, de limitation des finalités, de transparence, de qualité des données, de sécurité, respect des droits des personnes, en l'occurrence effacement, opposition, accès, portabilité, etc. Et voire même le droit à la non-discrimination et la responsabilité des acteurs. Les entreprises qui seront capables d'estimer le potentiel et les bénéfices induits par l'utilisation de ces systèmes d'IA à haut risque accepteront les contraintes, de fait. Elles sauront tirer parti de cette contrainte pour réduire leurs risques judiciaires, administratifs et financiers. Elles sauront communiquer sur leurs pratiques éthiques, renforcer la confiance et donc se distinguer de la concurrence. C'est un enjeu fort pour l'industrie de l'assurance et donc cela pourrait stimuler l'innovation. À date, à mon sens, les freins portent sur certaines mentions du texte qui sont trop généralistes, pas assez sectorielles et voire difficilement applicables pour certaines activités. Et également, je constate une problématique de gradation pour des finalités qualifiées de haut risque. Une petite direction en ressources humaines qui veut mettre en place un système d'anticipation des départs à la retraite aura les mêmes exigences qu'une société qui commercialise un outil de diagnostic du cancer. Donc, il faut avoir ce principe de gradation. Et on peut également noter le manque de normes sur des sujets liés à l'explicabilité ou la sécurité. Donc, la réglementation, à mon sens, va freiner surtout les petites entreprises et les directions qui n'ont pas assez de ressources et de moyens pour pouvoir se conformer à l'IA Act. Si on s'arrête un petit moment sur l'éthique que vous avez mentionné, Elsa, comment est-ce que justement vous pensez que l'IA peut influer sur votre capacité à rester un opérateur qui reste dans les limites de l'éthique? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que l'IA, étant mal calibrée, va peut-être être amenée à faire des propositions qui, au final, pourraient être dommageables pour un assuré. Si toutefois, bien sûr, l'IA et le LLM en question étaient mal réglés, comment est-ce que vous allez justement vous assurer que l'IA sur laquelle vous allez travailler, en tout cas le robot que vous avez développé, si tant est que vous pensez à le développer dans les mois qui viennent, reste conforme à j'ai presque envie de dire, à votre rigueur éthique? À date, nous agissons avec prudence. On se limite à développer des IA considérées comme des IA à risque modéré. Nous attendons d'avoir justement ce cadre juridique pour savoir dans quel contexte s'intégrer. Il est important également de savoir que la personne, le sociétaire est au cœur de notre activité et donc on s'attache à avoir une éthique assez importante et donc dans ce cadre, on s'assurera de respecter les règles imposées par la réglementation, mais également on s'attachera à ce que ces modèles qu'on met en place s'accordent à nos valeurs mutualistes. Un peu plus haut, vous avez parlé d'explicabilité. On sait que l'un des freins et l'une des critiques récurrentes formulées sur l'IA, la précédente génération, autour du deep learning et du machine learning, reposait sur le fait qu'il s'agissait de boîtes noires. On ne savait pas vraiment comment ces modèles fonctionnaient, comment ils raisonnaient, comment ils partaient d'un résultat pour aller à un autre. Aujourd'hui, avec l'IA générative, c'est un tout petit peu différent. On sait qu'une partie d'entre elles, et c'est le fruit de certaines évolutions de l'IA, on sait qu'elles sont en mesure de donner leurs sources, de les citer. Donc, on a une meilleure idée de la réflexion qui peut être la leur. Comment est-ce que vous comptez tirer parti, finalement, de cette plus grande transparence
qui est inscrite et qui doit être inscrite dans l'IA Act? L'explicabilité des modèles est un défi important. Les modèles d'IA non interprétables sont souvent considérés comme boîte noire, c'est-à-dire les raisons des décisions ne sont pas assez claires pour l'humain. L'explicabilité est importante pour garantir la confiance, l'éthique, la transparence, et en effet, une personne qui utilise un modèle d'IA doit être en mesure de comprendre les décisions pour pouvoir engager des actions appropriées. L'explicabilité n'est pas toujours nécessaire, n'est pas nécessaire pour toutes les applications d'IA. Elle est parfois, comme vous l'avez dit, impossible dans certains cas, et l'explicabilité peut même influencer négativement la performance de certains modèles. Elle doit cependant être adaptée aux besoins des acteurs concernés. Et à la Matmut, pour en tirer parti, on se pose 5 questions. La première, quand l'explicabilité est-elle nécessaire? Je pense que c'est un point important. Ensuite, à qui cette explication est adressée et quelles sont les attentes de la personne concernée? Qui est responsable de fournir l'explication? Pour quel type de message envoyer à cette personne concernée et comment donner l'explication? En répondant à ces questions, on souhaite mettre en place un dispositif adapté aux personnes concernées de manière à leur apporter un maximum de valeur tout en réduisant nos coûts de traitement, parce que l'explicabilité quand même reste coûteuse selon les besoins de l'utilisateur. Question, Elsa, comment est-ce que vous allez vous adapter, vous la Matmut bien sûr, aux changements qui vont être induits par des textes comme l'IA Act, hein. Je répète votre titre, hein. Vous êtes gouverneur Data et IA, vous avez effectivement, vous êtes capable, vous, d'avoir une ligne particulière. Pour autant, comment est-ce que vous allez être en mesure de la diffuser au sein de l'organisation? À terme, la gouvernance IA apportée par l'IA Act va renforcer la gouvernance des données et le dispositif de gestion de risque qui est déjà en place. Les directions data, métiers, informatique, conformité, achat, des directions juridiques seront fortement impactées et devront revoir leur façon de travailler pour se conformer aux exigences réglementaires. Puisqu'à ce stade, nous ne développons pas de système d'IA au risque, nous sommes plutôt dans une réflexion. Comment réagir lorsque le cas va se présenter? Et donc, le modèle opérationnel sera proprement défini et implémenté lorsqu'un cas d'usage se présentera. À date, nous profitons de l'opportunité du remplacement de notre plateforme data pour intégrer by design les exigences RGPD IA Act en matière de cartographie des données, qualité des données, observabilité, sécurité et durée de conservation. Les discussions sont assez tendues avec le DPO en ce moment, en l'occurrence sur les durées de conservation, parce que par essence, lorsqu'on développe un modèle d'IA, on fait de la recherche, on ne connaît pas à l'avance les durées l'historique dont on aura besoin. Et donc, c'est un jeu de persuasion, de négociation pour pouvoir avoir le juste milieu. Nous réalisons effectivement de la veille réglementaire, nous sensibilisons les équipes et essayons de former les data scientists à l'utilisation des librairies sur l'explicabilité. Et voilà, donc à ce stade, c'est plutôt de la préparation, de l'anticipation, et on espère être en mesure de réagir lorsque nous serons confrontés à l'exercice. Merci beaucoup. Elsa, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite des échanges nourris et pacifiques avec votre DPO. À bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Je vous propose de terminer cette émission avec deux invités qui vont nous parler de deux autres textes, NIS 2 et DORA 2.
Alors je vous le disais, on va poursuivre notre réflexion et conclure cette matinée avec 2 textes. On a beaucoup parlé du Data Act, de l'IA Act, DMA, DSA. Il y a 2 autres textes qui sont particulièrement importants dans les prochains mois. Il s'agit d'abord de NIS2, Network Information Security, version 2, qui vise à harmoniser, à renforcer la cybersécurité sur l'ensemble du territoire. Et il y a également DORA pour Digital Operational Resilience Act, qui est une loi proposée par l'Union européenne et qui vise à renforcer la cybersécurité et également la résilience des organisations. Pour parler de cela, nous venons d'être rejoints par Franck Rouxel. Franck, bonjour. Bonjour Thomas. Franck, vous êtes directeur BU Cybersécurité et CISO chez Bouygues Télécom Entreprises, en tant que freelance, je le précise. Et nous avons été rejoints également par Sébastien Frel, vous étiez là tout à l'heure, je le rappelle, vous êtes team lead system engineer chez Pure Storage. Donc je le disais très rapidement, on a parlé de ces lois un peu plus tôt dans l'émission. Alors NIS 2, c'est une loi qui va avoir un impact et une résonance très importante. Elle doit être intégrée dans le droit national d'ici septembre 2024. Franck, est-ce que vous pouvez nous rappeler les impacts du texte dans les grandes lignes? Bien sûr. Alors les enjeux de NIS 2, NIS 2 fait suite à NIS 1, qui était en 2020, et donc c'est un texte où qu'on pourrait inscrire, on parlait de gouvernance, dans une logique de gouvernance européenne, dont l'enjeu est de dire, OK, face à la montée en puissance des risques, que ce soit le Covid qui a ouvert les systèmes d'information forcés et contraints et le développement du télétravail, la transformation numérique qui ouvre le champ des entreprises à utiliser différents services cloud, etc., et augmenter leur agilité pour développer leur activité, et la menace qui monte avec l'actualité géopolitique qu'on connaît, etc. L'Europe fait sa propre gestion de risque, s'organise et donc augmente finalement ses attentes en termes de mesures en demandant aux États de se doter d'une résilience et d'augmenter le niveau de sécurité de l'ensemble des entreprises qui contribuent de l'activité, etc. Et donc NIS 2 précise par rapport à NIS 1, il y a une velléité d'homogénéisation, parce que NIS 1 laissait une interprétation un peu libre à chaque État membre. Donc là, on précise très clairement dans les annexes les différents domaines d'entreprises concernées. Et par ailleurs renforce par capillarité tous les enjeux dits supply chain, c'est-à-dire les mesures de sécurité et les exigences qu'on va porter à une entreprise. On attend aussi que cette entreprise les fasse redescendre à tous ses fournisseurs, notamment tous les fournisseurs type IT, opérateurs, MSSP, etc., qui contribuent du fonctionnement de l'entreprise. Dans le cas de NIS 2, c'est plus uniquement le CISO qui va être concerné, c'est aussi la direction générale. Qu'est-ce que ça va changer finalement dans la manière dont la cybersécurité est abordée au sein des organisations? Alors, c'était déjà le cas avec NIS 1, mais c'est vrai que c'était sur un champ beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que NIS 1, si on prend l'exemple de la déclinaison française, c'était les opérateurs de services essentiels. Ça ne concernait que les systèmes d'information SIE dit essentiel, donc des prismes sur lesquels la direction générale était engagée, mais finalement des prismes relativement réduits. Le changement de paradigme avec NIS 2, c'est déjà le champ des entreprises qui sont concernées. On parle de plusieurs milliers d'entreprises qui vont être impactées par l'application de la transposition de NIS 2. Et par ailleurs, on n'est plus uniquement focalisé sur un système d'information donné, mais bien sur l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Et donc, par extension, l'entreprise, la direction générale, sa responsabilité est engagée dans le texte. Elle doit être responsable, elle doit valider l'acceptation des risques par l'entreprise, la gestion des risques en tant que telle. Et il y a des impacts potentiellement en cas de non-respect avec des autorités de contrôle qui vont venir mesurer si on est conforme et si on est dans l'application bien dans l'esprit de ce qui sera attendu en termes de transposition. On aura potentiellement des pénalités, etc., qui engagent la direction générale, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan de perte de certification ou autre. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que NIS 2 permet aux organisations de muscler leur jeu finalement face aux cyberattaquants? NIS 2 permet, par l'extension du champ d'application initial, d'appeler l'attention de toutes ces entreprises sur la nécessité d'une gestion du risque et d'une prise en compte du risque cyber qui concerne tout le monde. On n'est plus dans le si, on est dans le quand.
Donc comment on s'organise par rapport à ça? Et donc ça va, par effet de bord, amener les entreprises à se renforcer sur le plan de la sécurité. Même ceux dont les domaines métiers n'étaient pas forcément de manière évidente, ne s'appuyaient pas de manière évidente sur des systèmes d'information. On le voit dans des incidents récents. J'ai vu, c'était en décembre, un transporteur routier dont l'activité était complètement stoppée suite à un incident cyber. On ne serait pas comme ça naturellement qu'il y ait une dépendance, mais avec la transformation numérique et l'augmentation de la capillarité des fonctions support IT sur l'ensemble des métiers, par essence, ça touche toutes les activités. Donc ce texte-là va amener, par la prise de conscience et par la manière dont les États membres vont transposer dans leur réglementation nationale les enjeux de la directive NIS 2, on va avoir une montée en puissance du niveau de sécurité global, ce qui est la finalité finalement attendue de tous ces textes, à savoir une gouvernance européenne qui vise à augmenter notre résilience d'ensemble vis-à-vis de la menace cyber. J'aimerais aussi que nous puissions dire quelques mots sur DORA. Comment les entreprises doivent-elles préparer cette prochaine échéance? Sébastien et puis Franck. Au travers de DORA, et comme vous le disiez juste avant, on parle effectivement beaucoup de résilience opérationnelle et de la résistance des systèmes face aux menaces. DORA, il faut savoir déjà, c'est pas récent. Les textes ont été publiés en 2020 avec une mise en application pour le début de l'année prochaine. Et donc voilà, on parle effectivement beaucoup de la résilience. Cette résilience, elle concerne les infrastructures, mais pas que les infrastructures IT, mais aussi les systèmes d'information et de communication au sens large dans les organisations. Et donc, au sujet de cette résilience, on a déjà entendu, on a parlé tout à l'heure de copies, de multiplicité des copies, on parle aussi de résilience, et même si c'est pas écrit directement dans les textes, on va parler de deuxième cycle, de troisième cycle, de sanctuarisation de la donnée, etc. Et donc, cette résilience, on peut même aller encore un peu plus loin. La résilience, il y a la résilience technique, la résilience opérationnelle, mais aussi, dans les cas les plus extrêmes, les entreprises doivent éventuellement, pour aller dans le cas le plus extrême, le retour au papier-crayon. Si la dépendance, comme vous le disiez, au système d'information est telle que les entreprises doivent aussi s'organiser et éventuellement revenir aux préceptes de base. Franck, sur DORA, alors, oui, en effet, DORA est antérieur dans l'esprit et par ailleurs, c'est une réglementation, c'est un règlement et non pas une directive. Donc là, il ne s'agit pas de transposition, mais bien de stricte application sur un domaine qui est habitué à des enjeux réglementaires très forts, qui est tout le domaine financier. La nouveauté qu'introduit DORA, alors dans son application en janvier 2025, je crois de mémoire, c'est pas une nouveauté à proprement parler, mais il pousse le trait de la même manière qu'on l'a sur NIS 2 sur les enjeux de sécurité de tous les fournisseurs TIC inhérents à l'activité financière. Et donc là, avec un accent marqué, NIS 2 est plutôt focalisé sur la protection. DORA est plutôt focus sur la résilience, c'est-à-dire qu'on commence à passer, rien de nouveau sous le soleil pour ceux qui sont sur le domaine, mais à passer de logique de PCA, de plan de continuité d'activité, qui doivent introduire l'enjeu incident cyber, qui n'était pas, je dirais, le cœur historique de l'activité, plan de continuité d'activité. On le voit aussi, par extension, on parle beaucoup de NIS 2, mais exactement dans le même temps, on a une autre directive européenne qui est la directive sur la résilience des entités critiques, qui a exactement le même axe, à savoir focaliser pour celles dont l'activité est identifiée critique pour le fonctionnement des États et de l'Europe, de prendre en compte en sus de NIS 2 les enjeux de résilience et d'alerte. On ne le dit pas assez, mais il y a aussi toute une chaîne d'alerte, à savoir, en tant qu'entité, je dois être capable de subir un incident cyber. On n'est plus dans le si, on est dans le quand. Donc je dois pouvoir le subir, je dois pouvoir continuer ma activité en mode dégradé, je dois pouvoir revenir en nominal, mais par ailleurs, il y a toute une chaîne d'alerte avec Cyclone au niveau européen qui vise de la même manière à identifier notamment des attaques d'ordre systémique, c'est-à-dire si une attaque se passe en Estonie, en France et en Allemagne, alors on va avoir une remontée européenne et être en capacité d'identifier le champ de la menace et par ailleurs réagir à d'autres échelles que celle qui est du champ propre à l'entreprise. Une toute dernière question pour conclure cette émission, elle sera pour vous, Sébastien. Franck vient de le dire, on a déjà des entreprises qui ont des PRA pendant vos activités, donc elles ont déjà organisé leur résilience. Finalement, qu'est-ce que va leur apporter DORA, sachant que pour les entreprises qui ont déjà joué le jeu,
DORA ne devrait pas forcément fondamentalement changer les choses. Est-ce que, pour autant, cette disposition apportera quelque chose ? Alors, on pense que oui, parce qu'effectivement, le DORA s'applique aujourd'hui essentiellement au champ des entreprises agissant dans le secteur financier. Donc, c'est des entreprises qui sont déjà habituées et qui sont préparées depuis longue date. Donc, cette résilience opérationnelle, en tout cas, ce qui est intéressant avec DORA, je trouve, c'est qu'on envisage un certain nombre de cas de figure divers et variés, et on va même jusqu'à la reconstruction du système d'information. Et ça, c'est une notion qui n'était pas à l'ordre du jour. On parlait de PCA, on parlait de PRA, on parlait alors des termes qui sont peut-être un peu barbares, mais beaucoup dans la continuité. Maintenant, le risque, la couverture du risque passe aussi par une éventuelle reconstruction du système d'information, qui n'est plus un gros mot aujourd'hui. Voilà. Et donc, en tant que sur la partie data est évidemment au cœur de ces préoccupations. Et donc voilà. Et donc ces directives vont permettre aux entreprises financiers pour l'instant qui agissent dans le domaine financier de se préparer si elles ne le sont pas encore. Et il faudra peut-être aller même un peu plus loin parce que ces directives et ces recommandations et les applications vont, on peut l'imaginer aussi, peut-être s'étendre à d'autres secteurs d'activité que uniquement le domaine de la finance. Donc la différence principale, c'est vraiment la reconstruction du système d'information. Ouais. Après une phase d'attaque qui, vous le disiez, a toutes les chances de se produire. Il faut juste être prêt et pouvoir redémarrer. C'est bien l'enjeu de toutes ces réglementations, à savoir être prêt à subir l'incident, y réagir et maintenir son activité malgré tout. Voilà une parole sage pour conclure cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Merci beaucoup à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous le 14 février prochain pour une matinale à l'occasion de laquelle nous parlerons cloud et nous parlerons surtout de la manière dont le contexte géopolitique actuel influe et structure la pensée des organisations en matière de cloud. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. I'm a cool breeze. You thought you were blinded by the bright lights, but it was just me.